Voilà, Maître Patrick Combe, je connais bien Thierry Marchand. Quand on le lance sur les diagnostics et sur ces notions d'importance des enjeux climatiques, on ne l'arrête plus. Alors, il a déjà évoqué peut-être la partie qu'on avait prévu de voir ensemble, mais on peut peut-être compléter, si vous voulez bien, sur l'aspect réglementaire, législatif de ces obligations d'amélioration de la performance énergétique des biens en France, puisque maintenant il y a effectivement des obligations, des incitations fermes, mais quasiment maintenant des obligations. Hein. Oui, tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir organisé ce séminaire, donc la société Evalis et vous-même Alain Perrier. On a peu souvent l'occasion de s'exprimer en amont et de faire de la prévention, puisque c'est un peu le sens de votre conférence. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit. Il a été évoqué des échéances. Tout ce qui vient d'être dit est exact. On peut peut-être donner, pour compléter, vous avez évoqué le souhait écologique des textes qui sont visés. Ce que je voudrais mettre en perspective, c'est que ces textes, ils ont une nature européenne avant tout. Ça part de textes européens qui ont fixé des grandes règles et des buts assez précis avec des données techniques à respecter à des horizons différents. Donc, il a été rappelé des horizons très brefs. 2021, on est dedans. 2022, c'est très proche. 2025 et 2028, où vraiment il y a des évolutions très précises. Et il y a un terme un peu plus lointain à 2050 où le but serait de réduire de 60% la consommation énergétique des bâtiments, notamment dans le tertiaire, puisqu'on vient d'évoquer les bâtiments avec des syndics de copropriété. Et donc, il y a une volonté très nette de réduire ces consommations. Et il vient d'être évoqué un problème très prégnant qui est celui du paiement des charges de copropriété. Il y a effectivement un problème actuellement avec ce qui vient d'être qualifié de difficulté de fin de mois. Si on rajoute des charges pour la rénovation énergétique, c'est sûr que ça va être un problème. Et pourtant, il y a inscrit déjà dans les textes la nécessité de s'inscrire sur des sites pour les syndics et il va y avoir une surveillance désormais, ce qui n'existait pas auparavant, une surveillance de cette consommation et de ces progrès de consommation. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir rapidement, c'est certes, il y a un habillage écologique qui est réel, il y a une volonté écologique, mais il y a aussi une lutte, et celle-ci sera peut-être plus contraignante, contre la précarité énergétique. Ça a été qualifié dans la loi comme tel, pour éviter notamment à des locataires de devoir subir ce qu'on a appelé les passoires énergétiques, avec toutes les charges que cela peut comporter. Et donc ça concerne directement vos clients propriétaires qui destinent leurs biens, que ce soit des maisons ou des appartements, à la location. Il y a une surveillance d'ores et déjà très importante. Je rappelle qu'on est dans le sens de l'histoire. On a tous entendu les débats actuels sur le terme d'écocide. Est-ce qu'il faut créer un délit donc d'écocide, et où va se situer le curseur pour dire vous faites n'importe quoi, vous évacuez de l'énergie inutile dans la nature, et vous avez rappelé en introduction que les habitations concernaient 40% des dépenses énergétiques, donc c'est un vrai sujet. On a aussi dans l'actualité entendu qu'il y avait la question de placer cette question directement dans la Constitution, donc vraiment quelque chose de très important. Donc, ça a été dit, mais c'est peut-être important de le rappeler pour nos auditeurs, dès à présent, il y a l'impossibilité d'augmenter les loyers si vous êtes dans une classe F ou G, alors qu'avant, ce DPE n'avait pas de sanction. Ce qu'on apprend en droit en première année, c'est que le droit, il n'est effectif qu'avec une sanction qui y est attachée. Et là, on rentre dans le dur du sujet et les premières sanctions tombent. Celle-ci est effective au 1er janvier et vous aurez l'échéance la plus proche, parce que c'est ce qui va intéresser, je pense, les auditeurs actuellement, c'est au 1er juillet 2021, l'impossibilité de donner en location des biens qui seraient dans cette qualification. Donc, vous voyez
impossibilité d'augmenter, puis impossibilité de louer. Les crans se durcissent et les taux se resserrent. J'ajouterais que, au-delà de ces lois sur le DPE, viennent se télescoper d'autres textes, et je pense à un vieil article, parce qu'il date de la loi de 1989, qui est toujours applicable en matière locative. Un des premiers articles vise la nécessité pour le propriétaire de fournir un logement décent. Oui. Depuis peu, certaines zones sont soumises à des autorisations délivrées par la mairie, des autorisations de donner en location. Il va de soi que ponctuellement, géographiquement, il est évident que certains vont durcir les règles en disant nous, on veut que dès à présent, les règles de décence visent un diagnostic énergétique qui soit favorable, et il est à peu près certain que ces notions seront aussi invoquées à l'occasion de procédures. Donc, je valide le fait que le DPE était déjà une obligation légale et que désormais, il est très important parce que dès à présent, il a des impacts sur la valeur des biens, ça a été dit plusieurs fois et c'est une certitude, et il a une importance sur la capacité de donner en location et la valeur du loyer que l'on peut attribuer aux biens. Effectivement, c'est important d'insister sur ces points-là. J'ai mis à l'écran les principales échéances législatives, réglementaires, notamment la loi énergie-climat, qui impose au final, au 1er janvier 2028, un seuil maximal de consommation énergétique de tous les logements, hein, pas seulement ceux mis en location, à 330 kWh par mètre carré par an, ce qui veut dire que les logements classés F et G actuellement par le DPE, donc ce que l'on considère nous actuellement comme des passoires thermiques, hein, c'est comme ça qu'on les appelle et c'est comme ça que les pouvoirs publics les nomment, eh bien, seront interdits à la vente et à la location, et il faudra dans ce cas-là faire des travaux pour les vendre ou pour les louer sous peine de sanctions financières. Donc effectivement, on a quand même un terme là, 2028, qui pourrait quand même arriver très vite, dont il faut tenir compte. Donc, et puis d'ici là, eh bien, on a de l'information, beaucoup d'informations qui sera donnée dans les annonces, dans les contrats de vente, dans les contrats de location, dans les baux, dans les annonces de vente, dans les annonces de location, sur la performance énergétique du bien en question. Et on va donc davantage stigmatiser en fait les biens qui seront dotés d'une mauvaise performance énergétique. Oui, puis avec des relais naturels, bien évidemment, pour cette dernière échéance, qui sont les notaires, qui ont été évoqués tout à l'heure. Les notaires passent 100% des ventes, on ne peut pas faire autrement, et eux vont être tenus, ils sont des officiers ministériels, de vérifier ces choses-là. On l'a vu par le passé d'ailleurs avec les évacuations d'eau usée, il y avait un peu tout et n'importe quoi, et les textes se sont montrés plus durs et très précis, et on a bien vu les notaires être très insistants sur la nécessité naturelle que ce problème soit réglé pour répondre aux normes techniques et réglementaires. Et ce sera pareil pour les dépenses énergétiques. Enfin, on est en train de suivre le fil qui a été étalé dans le temps de cette obligation. Alors voilà, et puis alors, le deuxième gros sujet que je voulais évoquer avec vous, maître, c'est évidemment un sujet juridique, c'est la sélection qui nous occupe plus encore aujourd'hui davantage. Concrètement, c'est la sélection des entreprises qui peuvent être amenées donc à réaliser des travaux à son domicile. Il y a un certain nombre de points sur lesquels vous estimez qu'il faut être vigilant dans cette sélection quand on sélectionne une entreprise. Alors, il y a un conseil que tout le monde doit entendre et qui est essentiel dès lors qu'on fait des travaux importants, et surtout si on intervient sur l'extérieur d'une habitation pour faire une isolation par l'extérieur, par exemple. On va toucher éventuellement la structure, c'est valable aussi bien sûr pour les menuiseries. Il est vraiment vital de s'assurer que l'entreprise que l'on a choisie soit assurée en responsabilité civile, ça va de soi, mais en responsabilité décennale. Et il ne suffit pas que l'entreprise le prétende, il faut qu'elle donne au moment du devis et au moment de la signature du devis ou plus tard, l'attestation d'assurance, et l'attestation d'assurance pour les travaux considérés. Parce que vous avez des entreprises qui prétendent être assurées, elles ne le sont pas. C'est souvent le problème, sans vouloir stigmatiser cette
profession particulière, mais c'est souvent le cas des auto-entrepreneurs qui font de petits travaux et qui estiment ne pas avoir à souscrire une garantie décennale, et ça peut s'entendre si c'est des petits travaux. Le problème, c'est que certains auto-entrepreneurs eh bien, se sont lancés dans des travaux plus importants, et j'ai vu le problème très récemment de personnes, de particuliers qui ont fait refaire la couverture de leur maison en zinc. Ça a été mal fait, ça a occasionné des fuites comme souvent 5 ans après parce que les soudures étaient mal faites, et au moment de vouloir régler cette difficulté, ils ont appris 2 choses. La première, c'est que l'entreprise à laquelle ils avaient eu recours eh bien, était en liquidation judiciaire. La seconde, c'est qu'elle n'était pas assurée, et ça ne se rattrape pas, sauf à avoir eu la bonne idée de souscrire une garantie dommage-ouvrage. Ça nécessiterait peut-être une autre réunion, cette question, mais il est rare que les maîtres d'ouvrage souscrivent une dommage-ouvrage parce que c'est coûteux, et que pour les travaux dont on parle de rénovation énergétique, ce n'est peut-être pas le plus pertinent. Et donc, le minimum, c'est de s'assurer qu'il y a bien assurance responsabilité civile, assurance décennale. La seconde, c'est du bon sens. C'est quand on choisit une entreprise, c'est se renseigner un petit peu, voir la surface financière qu'elle peut avoir, et aussi peut-être l'ancienneté. Souvent, c'est un indice favorable. Une entreprise qui a pignon sur rue depuis plusieurs années a moins de chances de disparaître qu'une société qui a été créée il y a 6 mois ou 1 an. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner sa chance à des nouvelles sociétés, mais il faut se renseigner un minimum, et il est trop tard quand les problèmes arrivent. Il faut vraiment faire de la prévention, comme on le fait aujourd'hui, et obtenir les informations au moment de la souscription du contrat. Bien, écoutez, on a, je pense, évoqué largement quelques sujets qui nous paraissaient indispensables de voir avec vous. Vous êtes, je le rappelle, avocat associé, cabinet DBCJ Avocat, Fontainebleau, Melun, Montereau. Et Voilà. justement, pour toutes ces problématiques, pour tous ces conseils juridiques, eh ben, j'invite évidemment tous les participants à se rapprocher de vous. Voilà, Absolument. en espérant que personne n'ait besoin de vous tout de même, mais voilà, on ne sait jamais, effectivement. C'est absolument, mais nous sommes là si jamais il y a des soucis, et parfois il vaut mieux prendre une consultation. Alors les consultations sont payantes chez les avocats, contrairement aux notaires, c'est assez important de le rappeler. Mais on se renseigne avant. Une consultation classique, pour être clair, c'est 120 € TTC, une consultation orale, mais ça permet souvent de balayer un certain nombre de problèmes et d'être rassuré. Après, si c'est des dossiers, il faut discuter point par point, bien évidemment, et chaque cas est différent, donc on ne va pas s'étendre. Mais c'est vrai que prendre parfois une consultation quand on se pose quelques questions, bah, ça peut être rassurant et éviter de faire des bêtises qui ne sont pas rattrapables par la suite. Merci à vous, maître. Merci d'avoir été Merci. avec nous. Merci Merci. beaucoup. Au Au revoir. revoir.